En direct à LCN. Cette manifestation organisée hier par un groupe de militants musulmans conservateurs, de membres de la droite religieuse et aussi de sympathisants du convoi de la liberté contre l'identité de genre et les droits de la communauté LGBTQ+. François Legault qui a rapidement déploré la tournure des événements aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on commence notre jeu des analystes. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Sophie. Alors, je pense que vous êtes assez unanimes sur la justesse de cette sortie ce matin là, du premier ministre. Rapidement, tous les trois. Emmanuel, là-bas? Bien, rempart contre l'extrême, c'était la formule. Puis il faut souligner, là, ce débat-là déchire le pays depuis des mois. M. Legault est le seul premier ministre au pays à avoir lancé un appel au calme. C'est éloquent. Paul? Je pense que tout le monde s'attendait de lui d'une communication de la sorte. C'est son rôle, mais il l'a pris au sérieux. Puis je pense qu'honnêtement, il l'a fait très, très correctement, avec une certaine autorité également, en disant, attention, il faut quand même écouter ce que les gens ont à dire, parce que c'est pas arrivé spontanément comme ça, une explosion de la sorte. Et puis, ce qui pose d'autres questions maintenant, quoi faire? Comité des sages à Québec, soit pour éviter qu'il y ait de l'essence politique là-dessus, là, inutilement, mais en même temps, si le débat ne se tient pas dans un parlement, il se tient dans la rue, et c'est ça qui s'est passé. C'est ça. On se pose la question, Mario, pourquoi on en est venu presque au cou dans nos rues hier? Là? Certains disent que le débat comme tel n'a pas eu lieu, mais on regarde là, les directives du ministère qui ont été implantées. C'est issu de plusieurs plans d'action de lutte contre l'homophobie, la transphobie, contre l'intimidation, qui remontent à 2015. Mais je pense pas que le public ait jamais été impliqué là-dedans. Voilà. Je pense que s'il y a une partie de la population qui lirait ce document-là et qui s'étoufferait, là. On va se dire la vérité. Là. Les gens n'ont jamais été impliqués dans le processus. Les gens n'ont jamais entendu trop parler de ça. Je suis pas sûr combien de la population comprend le sens de tous ces mots-là exactement puis qu'est-ce qu'on veut dire par là. Fait que c'est pour ça que non, l'appel au calme était bienvenu aujourd'hui, à plus d'éducation, plus de dialogue. Mais en même temps, j'ai aimé que François Legault dise ce qu'on a vu dans les rues. On dit que c'est beaucoup de monde, mais c'est quoi? C'est quelques centaines de chaque bar ou une couple de milliers de chaque bar. Je veux dire, on est 8 millions au Québec. François Legault dit c'est pas le Québec, là, le ton qu'il y avait là, la façon de se chicaner, c'est pas le Québec que je connais, puis c'est pas le Québec que je veux voir. Puis moi, j'ai aimé qu'ils disent ça aussi. Là. Ouais. Paul le disait, là, bon, ce comité de sages, là, on essaie de sortir ça de la partisanerie. Bon, il est le bienvenu. C'est vrai qu'il y a des gens, Mario le disait, il y a des gens qui ont du mal à différencier l'identité et l'orientation sexuelle. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter, là. Mais c'est la raison pour laquelle, sans doute, Sophie, que c'est une bonne idée de confier ça à des gens éclairés, tout ça, mais il faut qu'il y ait une suite à ça, puis il faut que la suite se fasse en public. Moi, j'ai souvenir vif d'un des débats qui avait secoué le Québec à l'époque. Rappelez-vous, là, moi, je reviens un peu en arrière, mais le débat sur le mariage des personnes de même sexe. Le ministre de la Justice de l'époque, je me souviens, j'y étais, je l'ai couvert, Paul Bégin, était défavorable, n'était pas d'accord. Mais il y a eu une commission parlementaire et lui-même l'a dit, ce sont les travaux de la commission, les témoignages qu'il a entendus à la commission qui l'ont fait évoluer. Et je pense sincèrement qu'ils ont fait beaucoup évoluer la société québécoise. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui remet ça en question? Pourtant, à l'époque, c'était pas majoritaire dans l'opinion publique. Oui. Cela dit, Emmanuel, au Parti conservateur, là, on ne veut pas toucher à ça. Là. Les députés ont reçu une consigne très claire. Ne vous mêlez pas de ça. Oui, et objectivement, je pense que c'est très sage de M. Poilievre d'avoir fait ça. Pourquoi pas? Parce qu'il y a honte puis il y a peur qu'il y en a qui dérapent. Peut-être que oui, il y en aurait quelques-uns. Mais la raison première, c'est que lui, ses enjeux de guerre culturelle, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas que ça soit une priorité pour le parti. Il a été très clair là-dessus. Les élections, il veut les gagner sur l'économie. Mais en même temps, les libéraux systématiquement utilisent ces enjeux-là pour démoniser les conservateurs, pour les faire passer comme des mini-Trumpistes ou comme des DeSantis. Et donc, M. Poilievre a raison de vouloir se donner les moyens de continuer à dire aux Canadiens, écoutez, c'est pas nous qui l'amènent cette guerre-là au Canada, ce sont les libéraux et nous ne sommes pas des républicains. Donc, des fois, des rappels à l'ordre, ça peut être embarrassant, mais je pense que dans ce cas-là, il était bien avisé. En tout cas, la discipline semble régner jusqu'à maintenant parce qu'il n'y a personne qui l'a défié chez les conservateurs. Effectivement. L'automne arrive demain, messieurs, dames, et soyez avertis. Youhou. La grippe, oui. La COVID-19, le virus respiratoire syncytial. Beau cocktail, hein, ça va circuler allègrement. Alors, là, une nouvelle stratégie 2023 l'a adoptée. Bon, les tests, les masques qui reviennent, vaccination à l'ouette. On a questionné les gens dans la rue là-dessus.
Vous refaire vacciner s'il y a une nouvelle campagne de vaccination? Moi, non. J'ai pris mes 5 vaccins. Je vais continuer à le faire. Non, j'ai arrêté après 2 vaccins. Je suis pas pour le masque, mais c'est sûr que je vais aller me faire vacciner. Je travaille avec le public. Vous encore ça, vous des tests rapides à la maison? Oui, toujours. Okay. Mais là, il n'y en a plus d'infirmerie, je crois. Est-ce que ça va être un défi de convaincre les Québécois? Non. Tu dis oui, Emmanuel? Moins docile. Sophie, je suis allée regarder les statistiques de l'INSPQ. Avant, on y était abonnés. Je suis retrouvée, c'était où? Depuis août 2022, il y a combien de Québécois de plus de 18 ans qui se sont donné la peine d'avoir leur rappel de vaccin? 16 Puis même le virus pour la grippe, ce n'est pas dans les habitudes pour les gens d'y aller systématiquement. C'est à peine 47 des adultes en temps normal qui sont vaccinés contre la grippe. Donc, un gros chantier de sensibilisation à mener pour le gouvernement. Parce qu'il n'est pas toujours efficace d'année en année. Hein? C'est ça l'histoire aussi pour le virus de la grippe. Un mot là-dessus? C'est inégal. Ouais. Mais moi, ma question à moi, c'est celle des tests rapides. Parce que c'est pas quelque chose... Oui, c'est un coût financier, mais c'est pas quelque chose qui coûtait une fortune. Tu sais, des fois, il faut aider les gens à s'aider. Et là, moi, ce que j'entends... D'abord, il y a beaucoup de COVID qui circulent. Ouais. Les gens... tout ce que j'entends autour, les gens veulent pas faire exprès pour contaminer les autres. Ils sont pas en mode panique, puis ils veulent pas tout arrêter la vie, mais ils se disent, moi, si j'ai la COVID, je veux le savoir, pas donner aux autres, faire attention. Mais tout le monde cherche, mais là, je peux-tu me... Parce que les vieux tests, le rapide, c'est pas sûr qu'ils sont encore bons. Je pense qu'il y a un délai d'expiration, ceux qui ont un an et demi et plus, là, les tests sont plus bons. Donc, est-ce que le gouvernement ne devrait pas penser à faciliter l'accès à juste se tester simplement, facilement, pour le savoir qu'on l'a, puis s'isoler? Oui, ça coûte assez cher aussi. Ils sont payants, puis pas trouvables. Et puis, le discours ambiant, on a compris, la COVID, on relativise les dangers de la COVID. Mais moi, à chaque fois que je vois des articles, des témoignages de gens qui ont la COVID longue, en tout cas, je sais pas pour vous, Mario, Emmanuel, puis Sophie, mais moi, ça me rappelle qu'attention, on peut pas lésiner avec ça. Et il y en a beaucoup, on a vu les chiffres. Ouais. Alors, on continue de tousser dans notre coude. Après une courte pause santé, on revient sur le dossier Canada-Inde. Ça se corse. Il y a des questions qui se posent sur la stratégie de Justin Trudeau. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Alors, Alexandre, tu nous parles de cette famille qui intente une poursuite contre Google Maps. Je me souviens d'un cas au Québec d'une famille d'étrangers, je pense des Asiatiques, qui s'étaient retrouvés perdus dans le bois, entre Charlevoix, tu sais, dans la région, dans le No Man's Land boisé, là, entre la région de Charlevoix et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, pas loin du parc de la Vérandrie. Oui, du parc des Laurentides. Oui, des Laurentides. Ils s'étaient retrouvés complètement perdus en suivant Google Maps dans des chemins de bois. Mais là, c'est plus grave dans ce cas-ci. Oui, c'est pas mal plus grave parce que ça a résulté dans un décès. Philippe Paxton qui rentrait tard le soir après l'anniversaire de naissance de sa petite fille en septembre 2022, donc il y a à peu près un an, et qui a suivi le chemin recommandé par Google Maps, comme je pense beaucoup de gens, Mario, qui ont peut-être pas... de plus en plus. Ben, de plus en plus, il y a de moins en moins de gens qui traînent une carte dans leur coffre à gants, on s'entend maintenant, qu'ils choisissent d'utiliser un GPS Google Maps pour se rendre quelque part. Le problème, c'est que dans la municipalité d'Ecurie, en Caroline du Nord, il y a un pont qui a tombé partiellement, qui s'est effondré en 2013. Puis depuis ce temps-là, il y a peu d'efforts qui ont été faits pour le réparer, ce qui fait que Google Maps a amené M. Paxton directement dans le pont. Et il est tombé, il est décédé, finalement, dans son véhicule. Absolument tragique. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'un pont, semi-détruit, là, il me semble que t'as des barrières gigantesques à l'entrée qui coupent tout accès, logiquement. Là. Logiquement, et c'est vraiment, surtout quand c'est là depuis 2013, ça fait quasiment 10 ans que le pont s'est effondré puis que personne n'a rien fait. Mais donc la route est encore ouverte, il est monté sur le pont puis il est tombé. Il est tombé. Puis ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait peut-être des avertissements là, autour, comme quoi le pont était plus en service, plus fonctionnel. Lui, il suivait Google Maps. Lui, il suivait Google Maps, mais il n'y avait pas de barricade là, en tant que tel, ce qui était réclamé depuis des années par les résidents de la municipalité qui disaient, regardez, c'est dangereux, les autos ne le savent pas nécessairement, pourraient tomber en bas. Puis c'était même pas la première fois qu'il y avait une voiture qui se faisait mener par Google Maps à cet endroit-là. Il y a des gens qui s'étaient déjà plaints en disant, regardez, j'ai suivi le chemin, mais ils sont en plein jour. Ils ont vu que le pont continuait pas et on dit, regardez, c'est dangereux. On signalait ça à Google Maps. C'est ce qui va être présenté au procès, semble-t-il. Il y a des courriels envoyés avec des accusés de réception du côté de Google en disant, oui, on va tout changer ça. Inquiétez-vous pas. Ça n'a jamais été fait. La route, elle, a jamais été bloquée. Mais est-ce que la poursuite inclut, je sais pas, mais le ministère des Transports de l'endroit ou la municipalité? Exactement. Il y a 2 compagnies locales. C'est beaucoup plus... des chemins qui sont plus privés. C'est plus privé aux États-Unis. Et c'est exactement ça qui est arrivé, Mario. C'est un terrain, c'est un pont, semble-t-il, qui était privé. 2 compagnies qui se font poursuivre également, qui sont impliquées dans tout ça. Et c'est la famille, bien évidemment,
évidemment, là, sa femme, ses 2 enfants aussi là, qui lui survivent, qui vont intenter la poursuite. Extrêmement triste dans ce cas-ci, mais surtout assez étrange. Puis ça démontre à quel point on est rendu dépendant de ces petites machines-là que sont nos GPS. Ouais, mais comme tu dis, de jour, il l'aurait sûrement vu. Là. De soir, ça peut être plus traite. Hey, merci, Alexandre. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. On a entendu Justin Trudeau plus tôt dans le bulletin qui ne veut pas provoquer le géant indien. Nouvelle réplique là, de New Delhi qui a suspendu le traitement des visas pour les Canadiens. Ça ressemble à une escalade qu'on ne voulait pas. Plusieurs commencent à remettre en question la sortie en chambre de Justin Trudeau. Et Mario, tu posais la question là, dès le début de l'affaire, est-ce qu'il n'aurait pas dû laisser les ministres faire le boulot? Ça demeure mon impression, mais je vais ajouter un élément aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que M. Trudeau, son entourage, ont pris la pleine mesure? Là? Tu sais, les dominos qu'on fait débouler, là, tu pousses le premier domino, faut que tu regardes avant qu'est-ce qui va débouler en arrière. Là. Et est-ce qu'ils ont pris la pleine mesure? Est-ce que, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on a fait une étude, questionné l'ambassadeur canadien en Inde sur, OK, si on pose ce geste-là, il arrive quoi? Quels sont les risques? Je m'interroge, dans le fond, parce que j'ai l'impression que là, présentement, au gouvernement Trudeau, on se rend compte que ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, que l'escalade est beaucoup pire que ce qu'on avait imaginé. Et ça pose la question économique, Paul. On a des milliards de dollars d'échanges avec l'Inde. Là. On va voir un tableau. Là, dans la nouvelle stratégie Indo-Pacifique, l'objectif était très, très clair. Là, mais est-ce que ce genre de divorce est viable économiquement pour le pays? C'est un engrenage infernal. Les relations commerciales augmentaient de 12 par année depuis plusieurs années entre le Canada et l'Inde. Et là, est-ce que tout ça est compromis? On le verra. Mais M. Trudeau s'est mis le doigt dans un tordeur infernal qui ressemble, chaque chose étant égale, à ce qui s'est passé avec la Chine. La Chine a décidé à un certain moment, c'est assez, a fait du Canada un exemple pour tous les autres. Et là, on observe le silence assourdissant de nos alliés sur cette question-là. C'est un peu la même chose. La puissance indienne a décidé que ça ne passait pas, fait du Canada un exemple. S'il y en a un autre qui décide de nous interpeller sur la scène internationale comme le Canada le fait, vous allez payer, le Canada paye. Mais c'est tout un affront, Emmanuel, cela dit, là, ce qui a été fait. Là. Oui, mais le fond de l'histoire, là, c'est que si le Globe and Mail n'avait pas été sur le point de sortir cette nouvelle-là, M. Trudeau, ce ne serait pas levé en chambre, il ne l'aurait pas fait. Et la raison pour laquelle il s'est senti obligé d'en donner plus que le client demandait, c'est pourquoi? C'est parce qu'il est pris depuis 1 an empêtré à avoir mal géré les dossiers d'ingérence. Et donc, finalement, cette confrontation avec l'Inde devient la culmination absolue de tout ce qui a cloché dans la façon dont le gouvernement gère ces enjeux-là. Parce qu'objectivement, cette ingérence indienne, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des décennies que l'Inde s'insurge contre le traitement que le Canada réserve avec des gants blancs jusqu'ici aux militants sikhs indépendantistes. C'est une communauté extrêmement importante. Ah oui, c'est ça. Mais un assassinat politique en territoire canadien, il n'y a pas un gouvernement sur la planète qui peut laisser passer ça, soit dit en passant. Oui, voilà. Parlons de l'Ukraine, de la grande visite à Washington aujourd'hui, après ses discours à l'ONU, le président ukrainien qui est reçu à la Maison-Blanche aujourd'hui, demain à Ottawa. Zelensky doit garder, Mario, l'intérêt et l'indice d'indignation élevé, là, 1 an et 7 mois et des poussières après le début de l'invasion russe. Là. Oui, et surtout ramener le pourquoi de cette guerre, pourquoi nous, on est des alliés importants pour l'Ukraine, pourquoi il est dans l'intérêt du Canada, des États-Unis, que la démocratie puisse vaincre face aux gestes de Poutine, parce que, bon, ça va être vrai au Canada demain, mais soyons réalistes, aux États-Unis aujourd'hui, c'était les rencontres clés, parce que les États-Unis, pour fournir de l'argent et de l'armement, c'est le pays numéro 1. Et aux États-Unis, on va être en élection l'année prochaine. Et plus on approche d'une élection, plus M. Biden, plus les gens qui veulent se faire réélire, là, c'est le pain puis le beurre de tes électeurs. Là. Puis les grandes affaires internationales, puis les milliards à l'étranger, faut que tu les expliques, faut que tu fasses attention. Donc, je comprends que Zelensky a besoin de convaincre l'opinion publique américaine de l'importance là, de le supporter. Donc, il sera, on le répète, au Canada demain. Évidemment, ce sera couvert abondamment sur nos ondes et sur toutes nos plateformes demain. Je veux vous entendre sur quelque chose de fondamental en terminant. Et la question
s'adresse uniquement à nos hommes. Êtes-vous jaloux? Comment ça, ça arrive? C'est une question de Ça, genre. je suis contre, parce que, premièrement, justement, Mathieu, Laurent. Mario et Paul peuvent... Même moi, je sais c'est qui, Sophie. OK. C'est dire l'exemple qu'il est pour tous les Québécois Mais Sophie, et Québécois. Sophie- Est-ce que nos hommes sont jaloux de Laurent? Non, pas du tout. Mais Sophie, tu devrais poser la question, Emmanuel, pourquoi elle s'intéresse beaucoup à Laurent Duvernay-Tardif? bonne question. Pour quelle raison, Emmanuel? Ben, il est beau, premièrement, Bon, mais voilà. il est brillant en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Il a tout pour c'est lui, d'être c'est aussi ça? sportif que t'es brillant. Moi, je trouve ça magnifique. Moi, Sophie, c'est un coup de vieux pour moi. Là. J'ai couvert comme journaliste son grand-père à l'Assemblée nationale, Guy Tardif. Alors, son petit-fils prend sa retraite à 32 ans. Je commence à réfléchir à ma carrière, là, sérieusement. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais quel homme. Quel homme sur le terrain puis à l'extérieur du terrain aussi. Alors, Pépé Larocque, merci beaucoup. Mario, Emmanuel, on se revoit lundi. Bye. Ah voilà, c'est ce qui complète notre émission du jour. Merci d'avoir été là. À demain. Cet épisode